بعد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين صحاف توركم. Donc aujourd'hui nous entamons la 6e conférence de cette Qa'da Science et nous avons le plaisir d'accueillir le professeur Shamsuddin Chittour. Donc si vous ne connaissez pas le professeur Shamsuddin Chittour, le professeur Shamsuddin Chittour est un des pionniers du raffinage en Algérie. C'est un des premiers thermodynamiciens du gaz et du pétrole. Donc c'est cette génération d'Algériens qui ont mené le combat avec le feu président Houari Boumediene. Quand il y a eu la nationalisation du pétrole et du gaz, il y avait personne pour prendre en charge tous ces défis pour que l'Algérie continue à exploiter son gaz et son pétrole. Et le professeur Chittour est un des pionniers qui ont réalisé ce défi, puisque l'Algérie, c'était à l'époque du Made in Algeria, à l'époque où on produisait tout chez nous, où il y avait un savoir qui se transformait en un savoir-faire, où donc on faisait du cracking, donc du steam cracking du gaz pour produire des plastiques. Et donc monsieur le professeur Chittour est l'un des pionniers qui ont relevé ce défi, d'accord, pour que l'Algérie soit une industrie industrialisante à l'époque. Et donc, professeur Chittour a écrit plusieurs ouvrages, d'accord, sur la vision de l'économie, la vision des énergies dans le futur. Il a écrit aussi beaucoup d'ouvrages philosophiques, d'accord, sur la vie, le quotidien de chacun. Il a à son actif plusieurs articles scientifiques, d'accord, dans des revues de notoriété internationale, puisqu'il a un indice H élevé, et dans des revues de classe A. Donc c'est tout ce parcours, d'accord, pour qu'il arrive enfin à être le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, donc un grand challenge aussi à relever. Et donc, comme l'a dit, donc monsieur le professeur Shamsuddin Chittour va nous parler le monde en 2030, les opportunités pour l'Algérie nouvelle. Comme l'a dit professeur Henri Bergson, le futur, ce n'est pas ce qui va arriver, mais c'est comment il faut le faire. Et je pense que vous allez nous parler aujourd'hui de comment on va faire notre futur en Algérie et toutes ces opportunités qui sont offertes à nous. On vous écoute, professeur. Barakallahu fikum, salam alaikum, sahaf Torkom. C'est avec beaucoup de plaisir que je viens devant vous pour vous expliquer un peu ma vision du monde en ce qui concerne, évidemment, le monde proprement dit, mais surtout, quel serait le chemin critique pour notre pays, pour pouvoir s'en sortir, pas d'une façon définitive, ce chemin critique, puisque ça doit être évolutif. Et donc, dans ces conditions, je vais vous parler un peu de ma petite expérience de 40 ans de professorat. Et donc, je tiens à souligner que je viens ici à titre de professeur. Et ce que je vais dire n'engage que ma fonction de professeur. Donc, le monde en 2030, 2030, c'est demain. Donc, avant de parler donc du monde en 2030, je voudrais faire une petite incursion sur ce que c'est que l'Algérie, en tout cas, de mon point de vue. Le professeur Aouraga a eu l'amabilité de dire que je braconne sur des terres qui ne sont pas les miennes. Savoir, je fais un peu d'histoire, je fais un peu de géopolitique. Encore que, comme dirait Sartre, l'intellectuel, c'est quelqu'un qui s'occupe des choses qui ne le regardent pas. Bon, j'essaie de m'occuper des choses qui ne me regardent pas. Et de ce point de vue, je voudrais vous parler rapidement de l'Algérie. Alors l'Algérie, bon, qu'est-ce que c'est que l'Algérie? Je souhaite vous dire que l'Algérie, elle a un passé. Et ce passé peut être décliné globalement ainsi. Tout pays qui n'a pas de récit historique est en apesanteur. Cela veut dire que d'une certaine façon, nous sommes obligés par la force des choses d'avoir un récit, savoir d'où nous venons pour savoir où nous allons. Et tous les pays, vous prenez par exemple la France, quand on parle de la France, les marqueurs identitaires de la France, c'est Jeanne d'Arc par exemple, c'est Clovis. Vous prenez les Américains, c'est la destinée manifeste, à savoir que Dieu a dit aux Américains, vous devez gouverner le monde. Mais pour nous qui sommes actuellement
à la recherche, en quelque sorte, d'un récit national œcuménique, rassembleur, qui puisse en quelque sorte nous conforter dans la certitude que nous appartenons à un grand peuple. De ce fait, aussi, de par mes petites connaissances, j'essaye de grappiller à gauche et à droite, d'être historien. Et à ce titre, je fait un peu la chronologie, comme vous le voyez ici, de ce que c'est que de ce que je crois savoir de l'Algérie. Nous avons tous été honorés de la publication américaine du CNAS disant que du côté de Ain Boujrit, à Sétif, il y a 2,5 millions d'années, il y avait des Algériens, entre guillemets, qui avaient une certaine, qui existaient là, et c'est pour cela qu'on dit que l'Algérie peut être considérée comme le deuxième berceau de l'humanité. Ça, c'est un indice qui est très, très important, en tout cas de mon point de vue, parce qu'il me permet d'avoir ce qu'on appelle un repère identitaire. Mustafa Al-Sherf parle de Rkeiz. Les Mikouna un Rkeiz. Et pour moi, il y en a d'autres. L'homme de, par exemple, le paléolithique ancien, Arambour, disait il y a 1 700 000 ans du côté de Palikao. On a trouvé donc des restes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une saga. Des gens qui ont vécu sur cette terre bénie d'Algérie. La dernière petite information, mis à part évidemment le néolithique, puisque nous avons connu pratiquement toutes les périodes, l'homme de Mishta l'Arabie, l'homo sapiens il y a 20 000 ans, le néolithique il y a 10 000 ans. La dernière information mais qui me paraît importante et qui peut ajouter du crédit au récit historique que nous devons consolider. Le récit historique, c'est de mon point de vue un tapis avec des fils. Il faut tisser ce tapis. Pour pouvoir tisser ce tapis, il faut avoir des faits. En tant que scientifique, je ne suis pas là pour inventer des faits, mais pour dire voilà la réalité. Évidemment, j'ai un préjugé personnel. Je veux bonifier l'histoire de mon pays. Donc, je vais mettre en valeur tout ce qui peut mettre en valeur mon pays, sans pour autant aller, dans quelque sorte, donner des faits qui n'existent pas. Bref, la dernière information que je mets à votre disposition, que vous devez certainement connaître, il y a 2 ans, le 30 novembre 2018, on a découvert dans cette fameuse météorite, au Sahara, voilà, ça commence bien, au Sahara, une météorite qui montre qu'il y a possibilité de créer les trucs de la vie, disons les acides aminés de la vie. Les acides aminés de la vie, cela veut dire qu'encore une fois, le Sahara est à l'honneur. Et pour la petite histoire, cette météorite a été, entre guillemets, volée. Et la NASA a eu quand même l'honnêteté intellectuelle de dire que c'est une météorite algérienne. Bon, ceci étant dit, je plante déjà le décor et je vais plus loin. Après le néolithique, il y a la civilisation du Tassili, la proto-histoire, pour arriver un peu à ce que nous savons à peu près, à savoir la Berbérie, la Tamizra au sens global du terme. Là, je passe directement sur toutes les avanies qu'a connues l'Algérie en ce qui concerne, par exemple, la civilisation romaine, qui a duré quand même 6 siècles. Ensuite, toutes les dynasties qui ont prévalu en Algérie, à partir du 7e siècle jusqu'au 14e siècle, pour arriver enfin à ce qu'on appelle la dynastie ottomane, et arriver, je zoome rapidement simplement, sur la dernière période, qui est la période coloniale. Alors la période coloniale, qui nous permet de dire que finalement, pendant 132 ans, l'Algérie a été soustraite au mouvement du monde. Elle aurait pu évoluer différemment. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que scientifiquement, nous aurons pu évoluer différemment. Mais pendant 132 ans, l'Algérie a été mise entre parenthèses et elle a subi
dans l'histoire humaine, ce qu'a subi l'Algérie est quelque chose d'exceptionnel. Nos historiens devraient faire, de mon point de vue, le procès. Un procès objectif. Disons que ce qui s'est passé, c'est pas normal. Regardez, je vous cite simplement une petite citation d'un écrivain déifié en France qui s'appelle Victor Hugo. Victor Hugo, il a eu plusieurs périodes. Une fois, il est contre la colonisation, une fois, il est pour. Mais regardez ce que dit le général Le Flot, qui est un ami, donc, à Victor Hugo, le 16 octobre 52, dans les prises d'assaut. Il n'était pas rare de voir des soldats jetés par la fenêtre des enfants, que d'autres soldats les recevaient sur la pointe de leur baïonnette. Alors, qu'est-ce que nous a laissé le système éducatif? Voilà ce que nous a laissé le système éducatif. 1 millier de personnes, en l'espace de 132 ans. Farhat Abbas, Allah yarhamou, disait qu'en 54 à 62, le FLN a formé plus que la France en 132 ans. Parce que beaucoup de cadres pendant la Révolution ont été formés dans les pays de l'Est et ont permis en quelque sorte à l'Algérie indépendante de pouvoir démarrer. Le FLN, c'était pas simplement le combat, la LN, mais aussi on pensait au futur. Et quand le président a dit, nous pouvons maintenant penser au futur, c'est-à-dire qu'on était en pleine guerre, mais le président pensait au futur. Bref, voilà les digressions, le pillage, ce qu'a fait la France. Et les deux grands héros, les deux grands héros, veux-je dire, j'ai cité simplement 2 personnes. Il y en a beaucoup d'autres. Je vais vous citer une autre qui est aussi emblématique. C'est des milliers de héros anonymes. Mais parmi ces héros anonymes, il faut citer simplement aussi ceux qui ont essayé de combattre par les armes de l'esprit. L'Algérie, pendant 75 ans, s'est battue les armes à la main. Mais à partir de 1900-1905, elle a déplacé le combat sur le domaine politique. Et là, vous avez les leaders, les 3 grands leaders. Donc, M. El Hajj, Cheikh Ben Badis, Farhat Abbas. Ils ont essayé de jouer le jeu électoral, le jeu, j'allais dire, parlementaire. Ça n'a rien donné. Jusqu'en 1945. Et là, la France, le pouvoir colonial, a montré qu'il n'entendait rien et qu'il faisait de l'Algérien un sous-homme qui devait rester un sous-homme. Là, évidemment, il fallait passer à une autre phase. Voilà les 6 personnes qui ont dit non. Maintenant, on va passer à une autre phase du combat. C'est essayer d'arracher les armes à la main, l'indépendance. Alors, l'indépendance proprement dit, là, je donne quelques idées. Zulekha Ouday, c'est une révolutionnaire qui a fait quelque chose d'exceptionnel. Elle a perdu son mari, elle a perdu son fils, et elle-même, elle a été assassinée. C'est des milliers d'exemples comme cela. On ne leur rend pas assez justice. Mais il ne faut pas croire que le pouvoir colonial est avec des pourris. Il y avait des gens qui avaient une certaine proximité avec la révolution algérienne. Il y avait des Français, des Françaises. Cette dame-là, elle est morte les armes dans la main. Raymond Péchard, du côté de Borj Barreris, les armes à la main. Bon. Et voilà, donc évidemment, Ben Mehdi, notre icône, l'indépendance. Voilà. Et après l'indépendance, pendant 55 ans, nous avons subi les humeurs des différents gouvernants qui se sont succédés. Mais souvenez-vous d'une chose. Tout à l'heure, le professeur Aourak parlait de Boumediene. Boumediene, on peut tout lui reprocher. Il a une face sombre. Mais il a construit les fondements de l'État algérien. Les fondements, on parlait des industries industrialisantes, c'est vrai. Nous étions sur le front du développement. Et l'Algérie, la voix de l'Algérie comptait. Quand Boumediene est passé aux Nations Unies, le fameux discours sur le nouvel ordre économique international, c'était pas donné à tout le monde d'interpeller le monde et de dire non, il faut que ça change. Les matières premières, c'est nous, vous avez le pouvoir en ce qui concerne en quelque sorte la technologie proprement dit. Il faut qu'il y ait
il faut changer les termes de l'échange. Il faut que ça soit plus équilibré. C'est dans ce cadre d'ailleurs que l'OPEP, créé en 60, s'est battu pour revaloriser le prix du pétrole qui était $1 le baril. Et Boumediene, l'Algérie était à l'avant-garde. Sa voix comptait. Quand Blaid Abdeslam avec Zeki Yamani, vous imaginez, le plus grand producteur de pétrole et le plus petit producteur de pétrole. Ils allaient dans les capitales européennes pour leur dire non, il faut un nouvel ordre. On ne peut pas continuer avec $1. L'OPEP de cette époque, elle avait une vision. Mais évidemment, tout ceci a changé. Tout ceci a changé. L'OPEP, elle a été démolie par l'AIE. Et là, c'est sur injonction du docteur Kissinger, qui a dit dans 10 ans, il n'y aura plus d'OPEP. Effectivement, à partir de 1980, la première chose qu'a faite l'Occident, c'est d'enlever ce qu'on appelle le marqueur crude. C'est l'Arabian Light. C'est le pétrole d'Arabian Light. Ils l'ont remplacé par le Brent. Donc, du même coup, l'OPEP, elle a commencé à zigzaguer et on a compris qu'en fait, c'était les Américains qui étaient derrière, c'est-à-dire l'Arabie Saoudite et tous les États du Golfe. Donc, l'indépendance, nous avons subi un certain nombre de problèmes. Nous avons eu la décennie noire, mais le plus gros problème que nous avons eu, c'est que nous avons raté l'entrée dans le 21e siècle. Pendant 20 ans, l'Algérie était entre parenthèses, de 2000 à 2020. 1000 milliards de dollars plus tard, on se retrouve à la même abscisse. 1000 milliards de dollars plus tard. Il a fallu donc cette révolution bénie, cette révolution tranquille du 22 février de l'année dernière, pour que le peuple dise basta, il faut changer. Nous devons changer. C'est dans ce cadre-là que nous pensons que l'Algérie nouvelle, c'est ça. C'est Meshita Shiarat. L'Algérie nouvelle, c'est le travail, c'est la science, c'est les sueurs, c'est les nuits blanches, pour pouvoir, en fin du compte, avoir une visibilité. La rente est derrière nous. C'est l'avenir. Maintenant, nous devons regarder droit devant nous, essayer de nous en sortir. Alors, maintenant, comment se présente le monde actuel? Vous avez des problèmes de l'énergie, l'eau, les matières premières, le problème du changement climatique, la mondialisation, la laminoire des pays faibles, les aspects géopolitiques, les conflits identitaires, le coronavirus et le monde d'après. Demain 2030, demain 2050, après-demain 2050. Vous voyez donc un peu tous ces problèmes-là qui attendent l'Algérie. Ce sont ces problèmes-là auxquels nous devons trouver des solutions. Pas des solutions à l'emporte-pièce ou à l'illusion que nous appartenons, que nous faisons, kunna. Tout ça, c'est terminé. C'est ce que nous produisons au quotidien. C'est ce que nous imaginons. C'est ce que nous semons que nous allons récolter. Et n'oubliez pas une chose. La meilleure semence, c'est l'éducation. Tous les systèmes qui ont réussi ont misé sur l'éducation. Mais pas dans une éducation statique. Nous verrons tout à l'heure qu'il faut que notre éducation soit dynamique, flexible, capable de changer de fusil d'épaule, d'épouser son temps. Et de ce fait, il est important quand même, d'expliquer ce que nous sommes. Qu'est-ce que nous avons comme moyen? Il est évident qu'il y a une pédagogie à faire. Et cette pédagogie à faire impose d'épouser un certain nombre de contraintes du futur. Voilà les contraintes du futur. Le pic pétrolier, la mondialisation, les changements climatiques, les nouvelles technologies, la pénurie d'eau, la déforestation, la famine. Bref, nous sommes dans un monde qui va devenir de plus en plus stressant. L'un des plus grands stress à qui on n'a pas fait assez de considération, c'est le changement climatique. Le changement climatique fait qu'actuellement, nous avons jeté dans l'espace près de 1000 milliards de tonnes de CO2. 1000 milliards de tonnes de CO2. Et une partie est revenue dans les océans. Donc il y a eu une acidification des océans.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez perdre une partie du patrimoine de la faune et de la flore marine. Ce qui veut dire que de quelque part, nous allons le payer. Et donc cet effet de serre-là fait que la température augmente. Et quand la température augmente, les océans vont ressortir le CO2, qui va encore ressortir la température et faire en sorte qu'il y aurait un effet boule de neige. Et ça veut dire quoi? Le GIEC, c'est-à-dire le groupement intergouvernemental sur les changements climatiques, dit qu'il ne faut pas passer les 2 degrés. Nous les avons dépassés. À l'ère pré-industrielle, nous étions 180 ppm, 180 parties par million de CO2. Nous sommes à 420. La limite à ne pas dépasser, c'était 400. Donc, en clair, les différentes conférences tam-tam, comme celle de la COP 21 de Paris, c'est des vœux pieux. Personne ne veut faire l'effort de diminuer. Parce que ce qui est bien, il faut bien savoir, c'est le nord qui pollue, mais c'est le sud qui trinque. Les 1000 milliards, ce n'est pas l'Afrique qui les a jetés dans l'espace. Ce sont généralement les pays industrialisés et surtout les pays occidentaux. Pourquoi la Chine continue à jeter de l'air? Elle dit que je suis en retard. Ce qui veut dire dans le développement. Ce qui veut dire qu'elle est en train de continuer. Mais il ne faut jamais oublier que les Américains, c'est 20 tonnes de CO2 par habitant et par an. Bon, ils ont diminué un peu du fait qu'ils ont augmenté les énergies renouvelables. Mais regardez, les Africains, où est-ce qu'ils en sont? Actuellement, la Chine, elle est à 3 tonnes. Mais les Américains sont toujours à 20 tonnes, 17, 18. Ce qui veut dire qu'actuellement, le patrimoine que nous donne l'humanité, la nature, Dame Nature, nous le terminons chaque année plus tôt. Ce qu'on appelle l'Overshoot Day, le jour du dépassement. Chaque année, nous reculons. Cette année, c'était le 8 août. C'est-à-dire tout ce que nous a donné la planète pour une année, nous l'avons terminé au 8 août. À partir du 8 août, nous vivons à crédit. Et la nature nous le fait savoir. Ce sont les convulsions climatiques. Et évidemment, les convulsions climatiques, elles touchent en priorité les pays du Sud, qui n'ont pas la parade, ils ne savent pas. À titre d'exemple, quand il y a une houle dans les Pays-Bas, quand la mer est démontée, quand il pleut, etc., ils ont mis des digues métalliques. C'est-à-dire que, aussitôt qu'il y a un problème, les digues montent. Nous n'en sommes pas là. Chaque année, le Bangladesh perd une partie de sa terre, parce qu'il est au-dessous du niveau de la mer. Et il y a des îlots qui vont disparaître. Pourquoi? Parce qu'il y a l'élévation du niveau de vie, du niveau des océans. Et donc, dans ces conditions, nous allons avoir énormément de problèmes, les changements climatiques. Nous avons eu les réfugiés climatiques, et les réfugiés économiques, les réfugiés politiques. Maintenant, nous avons les réfugiés climatiques. Les gens ne peuvent plus vivre là où ils sont. Il y a des petites îles devant l'Australie qui vont être submergées. Il est prévu qu'elles soient submergées en 2030. Elles ont demandé à vivre en Australie, qu'on leur donne un coin sur le continent australien. L'Australie n'a pas voulu. Pour dire qu'il n'y a plus de solidarité. C'est la guerre de tous contre tous. Et nous devons, dans ce genre de choses, il n'y a pas de paternalisme. Il faut se battre. Il faut se battre scientifiquement. Et les guerres classiques qui n'ont plus cours. Nous allons le voir tout à l'heure. Nous ne sommes plus à l'ère de Bondokia. Nous sommes à l'ère du joystick. Vous appuyez sur un bouton et le satellite donne instruction au drone pour pouvoir tirer. Vous ne voyez plus votre ennemi. Tout est à revoir. Et il faut donc que nous changions de fusil d'épaule. C'est pour cela que l'université, encore une fois, doit être à l'avant-garde. Elle doit attirer l'attention des citoyens sur les défis qui arrivent. Nos programmes pédagogiques doivent changer tout le temps. Maximum 3-4 ans. C'est tellement évolutif de telle façon à épouser son temps. Faire en sorte qu'on ne soit pas dépassé. Et là, nous avons du retard. Nous partons d'assez loin. Alors, quelles sont les conséquences des changements climatiques? Voilà. Il y a de tout.
il y a des problèmes de santé publique, dégradation des sols. Vous avez la déforestation, la désertification et surtout la perte de biodiversité. La 6e extinction est en marche. Dans l'histoire de l'humanité, il y a eu 5 extinctions. La 6e extinction actuellement est en marche. Elle se fait à bas bruit. C'est pas le coronavirus. Mais si vous regardez le coronavirus, à l'échelle historique, ce n'est rien. Il y a 300 000 morts. La grippe, chaque année, c'est 600 000 morts. Et vous avez vu tout le tintamarre qui est fait autour de cela. Mais regardez une grippe pareille, du fait de sa nocivité en termes de fréquence, elle a bouleversé le monde. Elle a bouleversé le monde, elle a mis la moitié de la planète à la maison. Et là, c'est un problème. Et c'est un problème à la fois sociologique, historique. Et l'homme, d'une certaine façon, quand il était chasseur-cueilleur il y a 10 000 ans, il n'était pas confiné. C'est lui-même qui a créé les instruments de son confinement. En créant sa première hutte, sa première cabane, il a délimité en quelque sorte son espace. Et petit à petit, j'allais dire que c'est une conséquence. Le coronavirus n'est venu que consacrer un état de fait que nous avons sédimenté pendant 10 000 ans. Bref, tout ceci pour dire, il y a effectivement, beaucoup vous disent le corona, après le corona, et le monde après le corona. C'est vrai que c'est une perturbation brutale. Mais vous allez voir que les fondamentaux de l'ancien monde seront toujours là. Les fondamentaux de l'ancien monde seront toujours là. Cette perturbation passagère, il nous faudra du temps pour l'absorber. Mais elle passera. Mais les fondamentaux sont là. Alors, quelles sont les solutions? Bon, on va passer rapidement là-dessus. Alors, la puissance actuellement, nous avons un monde qui est partagé par la force, qui est gouverné par la force. Pourquoi? Parce que nous avons 2 grands problèmes. D'abord, la pénurie des matières premières, qui est très importante. Et nous avons aussi la pénurie d'énergie. Ce qui veut dire que globalement, nous avons affaire à une prédation. Évidemment, sous prétexte de démocratie aéroportée, on vous impose. Et en fait, on vous en veut. Et le gros problème de l'Algérie, c'est un problème qui peut être une chance. Nous sommes un pays continent. Nous avons un grand territoire, le premier de l'Afrique. Ce sont des cartes de visite très importantes si on sait y faire. Et souvenez-vous d'une chose, le futur de l'Algérie, c'est pas le nord de l'Algérie, c'est le sud de l'Algérie. Donc si nous avons une vision du futur qui englobe le développement du sud, nous avons des chances de nous en sortir. Et quand je dis le sud, c'est pas les hydrocarbures, c'est l'immensité du territoire pour les énergies renouvelables, pour le solaire, pour l'éolien, pour les 280 sources d'énergie géothermique. Et surtout, nous allons le voir, pour l'immense nappe phréatique de 45 000 milliards de mètres cubes d'eau douce. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut changer de fusil d'épaule. Il faut un nouveau SNAT, un nouveau schéma national d'aménagement du territoire. Sortir des sentiers battus. On ne peut pas continuer comme nous le faisons parce que nous avons fort à faire et nous n'avons pas les moyens de pouvoir nous battre contre l'Europe, qui est de plus en plus fermée sur elle-même, la forteresse Europe. Ça veut dire que tous les shi'arat, comme on dit, tous les slogans de démocratie, de droits de l'homme, de faire en sorte que on vous explique que chacun a droit à une vie décente, etc., c'est valable en temps de sérénité, en temps de moyens. L'Europe est en bout de course. Les États-Unis sont en bout de course. Il y a l'avènement d'un nouveau monde. Et l'avènement d'un nouveau monde, le barycentre est passé à l'Asie. C'est-à-dire, je pense à la Chine, je pense à l'Inde, je pense à tous les dragons de l'Asie du Sud-Est.
Mais l'Occident ne veut pas lâcher le morceau, comme on dit. C'est-à-dire qu'il part du principe que c'est lui qui décrit le magistère moral, qui détient le magistère moral. C'est lui qui dicte la norme du bien et du mal. Donc il s'accroche par tous les moyens possibles à un ordre ancien. Cet ordre va changer. Le barycentre a basculé. Actuellement, on est en train de faire un procès terrible à la Chine concernant le coronavirus. À savoir que c'est eux qui l'auraient échappé du laboratoire P4, le fameux laboratoire P4 de Wuhan. Bon. Mais tout ça, là, c'est ce que j'appelle la bulle de surface. Mais ce qui se passe en profondeur, on n'en sait rien. Il y a tellement d'enjeux dont nous ne connaissons pas les tenants et les aboutissants. Nous sommes un petit pays. Il ne faut pas avoir la folie des grandeurs. Nous sommes un grand peuple. Mais pour pouvoir avoir une visibilité, il faut aller vers la science. C'est la seule voie qui peut nous permettre d'avoir une petite visibilité dans le futur. À titre d'exemple, je donne ici un exemple. Il y a 2000 milliards de dollars pour les équipements militaires, c'est-à-dire en fait, d'une certaine façon, tous les grands pays vendent des armes. Ils vous parlent des droits de l'homme d'un côté, mais ils vous vendent des armes de l'autre. Et ils les vendent aux deux belligérants. Ça, c'est la technique la plus connue. Dans le conflit Irak-Iran, la France vendait aux Irakiens et vendait aux Iraniens. Je veux dire par là que tout est possible. Il n'y a pas de morale. Il y a un organisme suédois qui s'appelle le CIPRI, qui lui, chaque année, fait le point des ventes d'armes. 2000 milliards. Pour éradiquer la faim en Afrique, c'est 50 milliards de dollars. Souvenez-vous de ces paramètres. 50 milliards de dollars pour donner un SMIC de dignité humaine et calorique aux Africains. 2000 milliards de dollars. Le budget du Pentagone, c'est 750 milliards de dollars. Le budget de la Chine, 250 milliards de dollars. Le budget de l'Algérie, c'est 6 milliards de dollars en termes d'équipement. Donc vous voyez un peu, c'est la loi du plus fort. C'est la jungle. Nous devons nous battre. Et il faut donc miser sur la science. Il n'y a que la science qui peut nous permettre de sortir de cela. Je parlais de la Chine, maintenant on l'accuse d'être le responsable de la pandémie. Mais au-dessous, vous pouvez être sûr qu'il y a des problèmes de contrat économiques, etc. Bien. Alors, le nouveau contexte. Alors, miser sur l'éducation, c'est quoi? Je cite un peu l'histoire de la révolution du technologique. Ça a commencé avec la première révolution industrielle, le charbon. 1780-1880. Ensuite, ça a été l'avènement du pétrole. Pendant un siècle, le XXe siècle, a pris la place du charbon. Maintenant, nous sommes à la troisième révolution. Donc, première révolution, deuxième révolution, nous sommes à la troisième révolution, qui en fait, c'est l'économie de la connaissance. Cette connaissance qui double pratiquement chaque année. C'est-à-dire que ce que nous avons appris en 7000 ans, chaque année, on le double. Et le gros avantage de l'économie de la connaissance, c'est quand vous ne partagez, vous ne perdez pas. Vous augmentez, en quelque sorte. C'est pas un partage physique. J'ai 100 dinars, je vous donne 10 dinars. Non. Quand je partage un savoir, je le multiplie. Je le divise pas. Et donc, il faut y aller de plus en plus et essayer de faire en sorte qu'on puisse ne pas avoir de complexe. Aller à la science là où elle est. Même en Chine, dirait un hadith du prophète. À savoir qu'il faut aller vers la science. Bien. Alors, l'économie de la connaissance, je cite la citation de Steve Jobs, le logiciel, c'est le nouveau baril de pétrole. Il aurait dit ça à Mitterrand en 1984. Tenez-vous bien, il y a 36 ans de cela. Alors, actuellement, comme vous le savez, les grandes nations aspirent les compétences des pays du Sud. C'est le cas des États-Unis. Mais les États-Unis actuellement se plaignent parce que la Chine est en train de leur aspirer. C'est à celui qui donne les meilleures conditions de travail
Le président Trump a dit, attention, il ne faut pas que la Chine nous pompe nos compétences. Mais il oublie de dire que lui, il ne fait qu'aspirer toutes les compétences. La France est en train d'aspirer chaque année près de 20 000 Algériens. Tout ce que nous avons comme matière grise est en train de partir si on n'arrive pas à les retenir. Mais ça, c'est l'ordre ancien. Nous devons tout faire pour pouvoir garder notre élite. C'est pas évident. Il faut donc leur donner un cap. Un jeune, une compétence algérienne est prête à rester dans le pays s'il y a une vision. Si on va dans cette direction-là, c'est un peu ce que nous avions, nous, dans les années 70. On touchait de 3 fois rien. Mais il y avait une ambition. Il y avait la transsaharienne, il y avait le barrage vert, il y avait le raffinage, il y avait l'éducation. Bref, l'Algérie, dans les années 70, c'était en quelque sorte un bouillon de culture où chacun se sentait en quelque sorte responsable du développement du pays. C'est cette chaleur qu'il faudrait qu'on réhabilite, c'est-à-dire en fait ce feu sacré que nous avions et qu'il faudrait transmettre aux jeunes actuels. Et là, souvenez-vous, encore une fois, le Sahara est pour nous, en quelque sorte, l'avenir. Si nous arrivons à développer une stratégie de développement du Sahara, faire en sorte que les villes du Nord puissent diminuer la pression sur les villes du Nord, faire en sorte qu'on aille vers le Sud, créer des villes nouvelles, avec de l'eau, avec de l'électricité, avec une terre qui est tout à fait capable de recevoir. Les rendements sont énormes en ce qui concerne l'agriculture. C'est un peu la nouvelle vision actuellement. Développer les énergies renouvelables, nous allons en parler. Alors la troisième révolution vient d'en parler justement. Elle est basée sur les énergies renouvelables et faire en sorte qu'il n'y ait plus de centrales électriques massives. Il faut que chaque bâtiment soit lui-même une petite centrale électrique. Il faut qu'il y ait un Internet de l'énergie. Vous avez votre voiture, il y a une batterie de 40 kW. Je veux partager, si j'ai besoin de l'électricité dans mon bâtiment, elle me redonne l'électricité. Et je la recharge la nuit. En fait, si vous voulez, une sorte de smart grid, d'un réseau intelligent, où tout est partagé, un bâtiment n'a pas assez d'énergie, il en reçoit d'un autre bâtiment. C'est-à-dire que les structures massives que nous avions, de grandes centrales de 1000 MW, c'est passé de mode. Maintenant, il faut faire local, penser global et agir local. Et là, donc, dans ces conditions, nous devons créer des réseaux électriques intelligents qui nous permettent de régler. Et c'est là où intervient l'intelligence artificielle. C'est là où interviennent ce qu'on appelle le cloud. Tout ce qui peut nous permettre de travailler sur des données qui nous permettent d'avoir des solutions rapides. Alors, bon, quelles sont ces sciences? Elles sont connues. Et c'est celles-là qui vont mettre en place. C'est ça l'avenir de 2030. C'est les sciences cognitives. La nanotechnologie, vous avez fait une conférence qui était bien faite d'ailleurs par le professeur de CITIF, c'est ça? L'informatique et la biotechnologie. Ce qu'ont fait les universités algériennes pendant ce Covid est exceptionnel. Personnellement, je ne savais pas que nous avions des sommités dans la biotechnologie, au CRBT, un peu dans toutes les universités. D'une certaine façon, l'université algérienne a participé grandement à la résolution des problèmes posés par le Covid-19, la résolution scientifique naturellement. Et même les ingénieurs qui ont fabriqué, pour la première fois, on s'est aperçu qu'on pouvait travailler ensemble. Donc des équipes pluridisciplinaires, vous avez un informaticien, un électricien, un médecin, c'est un peu l'équipe de Béjaïa, qui a formé en 6 ou 7 personnes qui se sont mis d'accord pour fabriquer quelque chose, le respirateur artificiel. Ce respirateur artificiel a été pris ensuite par le ministère de l'Industrie et l'ENIE va le duplicater. C'est les premiers pas vers la nouvelle médecine. Ce n'est plus la médecine de papa.
Maintenant, tout doit changer. C'est la médecine 2.0. Il faut de plus en plus que les ingénieurs, que ce soit des mathématiciens et des physiciens qui aillent faire médecine, de telle façon à avoir, si vous voulez, toutes les technologies et les comprendre. Parce qu'il arrivera un moment où c'est le robot qui va opérer. Mais il faut comprendre ce qu'il fait. L'homme, il sera, avec l'intelligence artificielle, il sera un peu dépassé. Parce qu'elle traite rapidement. Il est prévu, certains transhumanistes disent 2040, l'intelligence artificielle va dépasser l'homme, l'intelligence humaine. On n'en est pas là. Il n'en demeure pas moins que c'est un outil très important qui peut être dangereux. Si on en croire à Elon Musk, par exemple, ou Bill Gates, qui disent attention, il faut faire gaffe. Il ne faut pas aller très loin, parce que l'intelligence artificielle, c'est un peu le Frankenstein, elle risque de nous échapper. Mais ça, c'est un autre débat qui fera peut-être partie d'une autre conférence sur le transhumanisme. Bien. Voilà donc comment va l'intelligence artificielle. Regardez la courbe de croissance des compétences. Et au fur et à mesure, et là nous sommes totalement l'intelligence artificielle, regardez là où il y a le cerveau, les capacités de l'homme, ce que je disais tout à l'heure, en 2045, elle va dépasser les capacités de l'homme. Et comment, là c'est la réalité. Il faut que les jeunes sachent ça, pour qu'ils puissent savoir quels sont les défis qui nous attendent. C'est un monde sans pitié. L'homme est un loup pour l'homme. Il y a de moins en moins de morale. Et la vraie morale, c'est celle de la puissance, malheureusement. Donc il faut parler le même langage, celui du savoir, de la compétence. C'est ça qui va nous aider à nous en sortir. Si on continue sur le chemin classique, on n'ira pas loin. Nous allons devenir une zone d'ombre. Regardez, les civilisations millénaires ont disparu. Qui parle de l'Irak, qui a vu l'enfance de l'humanité? Qui parle de la Syrie? Elles ont été laminées. Et pourtant, le berceau de l'humanité, c'était là-bas. Quand les Américains sont rentrés en 2003 à Bagdad, ils ne sont pas allés sécuriser le musée de Bagdad, qui est le premier au monde, avec la civilisation mésopotamienne. Non, ils sont allés sécuriser les puits de pétrole et le ministère du pétrole. Il faut avoir cela en tête. Et donc, une fois que vous l'avez en tête, ça ne veut pas dire il faut se battre. Et c'est là où intervient la science, l'éducation, le savoir, pour pouvoir avoir une chance de nous en sortir. Quels sont les champions? Vous savez, la plupart des champions des sciences cognitives sont nés après 1980. Il y en a même qui sont nés après 2000. Regardez, Amazon, Alphabet, Samsung, Microsoft, ce sont les plus importantes qui interviennent, qui investissent jusqu'à 20%, Amazon, dans la recherche. Regardez où ils en sont. Et ces gens-là, ces sociétés-là, pesent très lourd. Bon, on en a parlé, la moitié de la 20. Voilà, comment les GAFAM, on les appelle les GAFAM, Google, Amazon, Facebook, et je crois Microsoft, c'est ça, et Apple et Microsoft. Regardez. Et toutes ces choses-là font que, en milliards de dollars, ils arrivent à avoir les budgets de pays. Une petite entreprise qui a le budget d'un pays africain. Une petite entreprise. Vous prenez par exemple Facebook. Mark Zuckerberg, 125 milliards de dollars. Elle est née il y a 20 ans. Il y a 20 ans, moins de 20 ans. 125 milliards de dollars. C'est-à-dire, globalement, le tiers du budget de l'Afrique. 125 milliards de dollars. Des petites entreprises qui misent sur l'intelligence. On les appelle les GAFAM, souvenez-vous de ce terme. Alors, il nous faut donc aller vers un système éducatif de haute priorité, protéger la formation de l'élite, former des milliers d'ingénieurs informaticiens. C'est l'avenir aussi.
Il faut aller vers l'informatique, de plus en plus. L'investissement dans le savoir, vous avez, l'Algérie est à peu près 1%. Regardez où en sont. C'est jusqu'à 6, 7, 8% dans la recherche. On dit, on vous donne 1% de progrès comme. Non, il faut donner ce qu'il faut, mais demander des comptes. Demandez des comptes. Qu'est-ce que vous produisez? Produire utile. Voilà ce dont le pays a besoin. Et il faut que l'université devienne une ruche. Il faut qu'elle devienne un bureau d'études. Il faut qu'elle devienne un immense incubateur. Il faut que tous les projets de fin d'études, les thèses, soient en partie dirigés vers ce dont a besoin le pays. Et il faut donc qu'il y ait une étroite intrication entre l'enseignement supérieur et l'industrie pour essayer de faire en sorte qu'on diminue les importations. Faire preuve de patriotisme scientifique, patriotisme économique. Évidemment, il faut miser sur la technologie. Nous sommes l'un des rares pays où il n'existe pas de technologie. Prenez un pays comme l'Allemagne, 37% des étudiants vont en technologie. Même des pays comme l'Iran, l'Inde. Nous avons peut-être moins de 2% dans les disciplines d'ingénieur. En 1990, il y avait 8000 ingénieurs qui étaient produits, entre guillemets, par l'université algérienne. En 2019, il y a eu 1800. Alors que le nombre d'étudiants a été multiplié par 10. Il y a donc un sérieux problème. Nous sommes engouffrés dans le LMD, qui a été mal conçu pour nous. C'est pas trop tard. Il faut essayer de corriger le tir. Mais il faut aussi que parallèlement, on mette sur rail les ingénieurs, comme tous les grands pays. Même ceux qui nous ont aidés, entre guillemets, ils ne touchent pas à leurs écoles, leurs grandes écoles. Mais pour nous, les grandes écoles ont été laminées. Et c'est très difficilement qu'elles ont repris un peu pour arriver à 1600, 1800. Inch'Allah, de plus en plus, le bac maths va être réhabilité. Maths technique a disparu. Cette année, nous avons 8000 diplômés, 8000 candidats au bac maths. Mais nous avons 450 000 candidats au bac. Voyez un peu le farq. Il faut remettre un peu tout doucement des lycées d'excellence, faire en sorte qu'on puisse revenir de plus en plus aux mathématiques. Alors les mathématiques, c'est l'exemple de Maryam Mirzakhani, pur produit de l'université Sharif en Iran. Et c'est l'équivalent d'un prix Nobel de mathématiques. Elle est morte il y a 2 ans, la Rahma. C'est la première femme à avoir la médaille Fields. Et c'est la première musulmane mathématicienne à être récompensée en 2014. Elle a tout eu, cette dame-là. Elle a fait les Olympiades mathématiques 100 sur 100. On a commencé à faire les Olympiades mathématiques, mais comme notre rang décroissait chaque année, on les a supprimés. C'est la meilleure technique, maintenant on supprime. Bien. Elles vont être remises sur place. Nous avons la chance d'avoir un ministre de l'Éducation nationale qui est amateur. Il y tient. Ces lycées d'excellence. Et ce sont ces lycées d'excellence qui vont alimenter le futur pôle de Sidi Abdallah, où nous avons l'ambition de mettre en place un certain nombre de filières technologiques. Alors, quels sont les défis du futur? D'ici 2030, les sciences auront fait un bond fulgurant. Souvenez-vous de ça. Le monde du futur sera décarboné. On va de plus en plus vers des énergies renouvelables globalement. Ce qui veut dire que notre politique à nous, il faut quand même qu'on comprenne que l'ère du pétrole c'est terminé. Il faut aller vers la locomotion électrique. Il faut aller vers le tout électrique solaire, éolien, et réserver le pétrole ou ce qu'il en reste pour les usages nobles, c'est-à-dire la pétrochimie. C'est ça le futur. Donc il faut qu'on s'engouffre. Il y a une révolution à l'échelle mondiale, la révolution électrique, verte. Nous devons nous installer là-dessus. Les villes durables commencent à émerger.
l'autonomie en tout. Le monde, la médecine du futur, elle sera aussi l'un des grands challenges du futur. Évidemment, là, c'est uniquement avoir une idée de ce qu'un enseignant dans les pays qui se respectent. Vous prenez au Luxembourg, c'est l'équivalent de 100 000 euros par an. Et vous voyez un peu, l'Italie, c'est 30 000 euros par an. En Algérie, nous sommes à 8 000 euros par an, par enseignant. Ça aussi, il faut voir un peu. C'est un paramètre qu'il faut prendre en charge. Toutes choses égales par ailleurs. Avec les 8 000 euros, vous vivez en France comme si vous aviez 20 000 euros. Les prix ne sont pas les mêmes. Évidemment, il y a des soutiens des prix et autres. Bref, voilà le monde du futur. Rapidement, le séquençage. C'est très important. À savoir que maintenant, la nature intime de l'homme, commence à être décryptée, l'ADN. Et il fut une époque où ça coûtait très cher quand vous faites un ADN. Maintenant, avec $1000, mais peut-être même moins, on peut avoir sa carte génétique. Tout ça, c'est des défis importants. Il y a un grand projet qu'à l'époque, vous m'en avez parlé. Quel est le génome du peuple algérien? Quel est le génome? Et il ne faut pas que ce soit les autres qui le fassent, il faut que ce soit nous qui le fassions. Ça, c'est un défi à relever aussi. Savoir qui nous sommes. Les robots humanoïdes, voilà le futur. Vous ne faites pas la différence entre le robot et l'ingénieur qui l'a conçu et qui parle de la même façon. Donc, c'est toute une nouvelle civilisation qui est en train de naître. Vous créez ce qu'on appelle des chatbots, c'est-à-dire des gens, des automates qui font les mêmes tâches que vous. Mais évidemment, il y a des processeurs énormes. Il y a beaucoup d'intelligence dans ce type de travaux. Et ça, c'est l'avenir. Et pour le côté positif, et même pour le côté négatif. Pour le côté positif, les personnes du troisième âge, on leur donne maintenant des compagnons robots. C'est des robots. Mais vous avez aussi évidemment les robots tueurs, parallèlement. C'est ça, voilà, les robots tueurs. Voilà l'armée, ce qu'on appelle l'homme augmenté. Ce n'est plus l'armée classique, il a tout ce qu'il faut ici. Il a un ordinateur avec lui. C'est ça les nouvelles technologies. L'ère al-Bunduqi rahat. La bravoure ne suffit plus. Il faut des neurones. C'est très important. Et voilà donc l'avènement des robots tueurs. On ne fait plus la guerre directement. On envoie un robot. C'est lui qui va se battre. Ou évidemment, le robot, si vous son logiciel, si vous lui dites il faut tuer, il tue. Il ne réfléchit pas. Et c'est là le gros problème de l'intelligence artificielle. Ouais, par exemple, une voiture, les voitures de Google, aux États-Unis, en Californie, tu as la voiture, il y a des enfants et un vieux. Elle doit choisir. Qui doit-elle écraser, les enfants ou le vieux? Il y a un problème moral. Mais là, l'intelligence artificielle, on n'est pas encore là. Est-ce qu'elle doit sacrifier le vieux, si elle doit sacrifier, ou bien les jeunes? Et tout ça, c'est en train d'évoluer. C'est en train de se faire. Il y a une nouvelle révolution qui se fait à bas bruit, et l'Algérie doit rattraper son retard. Pendant 20 ans, nous avons été en parenthèse. Nous n'avons rien fait, si vous voulez, qui puisse nous permettre de pouvoir être visibles. Il faut tout faire. Il faut tout faire et nous devons nous battre pour cela. Actuellement, on clone les animaux. Et ça pose des problèmes concernant l'humanité, la génétique, l'éthique. Mais il faut que les scientifiques sachent de quoi. Il ne faut pas qu'ils se voient la face. Comment nous, en tant qu'Algériens, allons-nous nous en sortir dans un environnement aussi difficile, aussi dangereux, aussi peu éthique? Voilà, la science-fiction des choses. On pense qu'en 2045, que l'intelligence, comme je disais tout à l'heure, elle sera 1 milliard de fois plus puissante que les 8 milliards de cerveaux. Ça veut dire qu'on risque d'être gouverné par des cerveaux. Voilà. Le bloc opératoire, j'en ai parlé tout à l'heure.
La troisième révolution industrielle, on en a parlé tout à l'heure. Alors, le futur sera électrique. Le futur sera électrique. Souvenez-vous, en 2030-2035, il y aura 500 millions de voitures électriques. Cela veut dire que c'est une révolution, j'insiste là-dessus. Et même les pouvoirs publics commencent à parler de voitures électriques. C'est une bonne chose. Une voiture électrique consomme 4 fois moins qu'une voiture thermique pour le même trajet. En plus de ça, vous pouvez la charger chez vous le soir avec une prise électrique. Elle ne pollue pas. C'est une technologie dans laquelle nous devons investir. Et nous devons, au niveau de l'université, former de plus en plus d'ingénieurs dans ce domaine et faire des équipes mixtes. Vous aurez un mécanicien, un électromécanicien, quelqu'un qui s'occupe de thermique proprement dit, de telle façon à essayer de faire en sorte qu'on puisse ne pas perdre. C'est une révolution. Il faut rentrer dans le train de la nouvelle révolution et la locomotion électrique pour nous est très importante. Voilà donc la troisième révolution industrielle. Transformer les bâtiments, comme je disais, en mini-centres, créer des réseaux, utiliser la technologie Internet et passer rapidement aux énergies renouvelables. Voilà la quatrième révolution. La Dacia actuelle, 8 000 euros. Souvenez-vous de ça. Dacia, 8 000 euros, c'est-à-dire l'équivalent de 150 millions. Dacia électrique. Nous avons des Dacia de 1999 qui sont toujours thermiques. Quand Renault est venu installer la Dacia ici, il a installé en même temps la Zoé en Israël, mais la Zoé électrique. C'est là qu'il faut se battre. Pourquoi pas nous, la locomotion électrique ici? Et donc, dans ces conditions, il y a toute une revisitation de nos contacts avec nos partenaires. Nous devons avoir de l'ambition et être up-to-date, savoir un peu ce qui se passe ailleurs et faire en sorte qu'on puisse adapter ce qui se passe ailleurs ici. Alors là, les réserves sont connues. Il ne faut pas se faire d'illusions. Il nous reste à peu près 2700 milliards de mètres cubes de gaz. Durer 40 ans si on consomme peu. Réserve de pétrole durer 20 ans. Gaz de schiste pour le moment. On ne peut pas utiliser cette technologie, elle n'est pas mature, parce qu'elle risque de, en quelque sorte, de problématiser la nappe phréatique du Sud. Parce qu'il faut des produits chimiques, il faut beaucoup d'eau, il faut envoyer une pression très importante. Bref, c'est un sérieux problème, mais il faut faire une veille technologique, peut-être en 2030. Si la technologie est mature, respectueuse de l'environnement, si on arrive à trouver une technique qui n'utilise pas la fracturation, pourquoi pas? Mais pour le moment, on y est. Et donc, dans ces conditions, il ne faut pas avoir la mentalité de rentier. Le baril de côté. Il faut se battre. Le pétrole ne reviendra plus jamais comme avant. Vous n'aurez pas les $100. Khlas, il est sur le déclin. Il va encore conjoncturellement augmenter. Mais il ne faut pas qu'on... Ça fait 50 ans qu'on dit il faut sortir du pétrole. Mais on est toujours dans le pétrole. Nous devons donc, d'une certaine façon, faire en sorte qu'on puisse pouvoir créer de la richesse hors pétrole. Créer de la richesse hors pétrole. Alors, les recettes de 2015, 40 milliards de dollars. Les recettes de 2012, 72 milliards de dollars. Les recettes de 2019, l'année fait 30 milliards de dollars. Maintenant, nous ne pouvons pas continuer à être un État rentier. Il faut aller vers le futur. Il faut créer de la richesse hors hydrocarbures. Pourquoi? Parce que nous consommons énormément. Regardez la courbe en rouge. En 2019, 60 millions de TEP. Et nous avons un gros problème en Algérie, c'est le gaspillage. Le gaspillage est un sport national. Tout le monde gaspille à des degrés divers. Et les plus grands gaspilleurs, ce n'est pas les petits. Ce sont ceux qui ont les grands moyens. Quelqu'un qui a 5 climatiseurs et qui paye le kilowattheure à 3 dinars
évidemment, il consomme beaucoup plus que celui qui n'a rien. Celui qui a une bagnole, celui qui n'a pas de bagnole, c'est différent. Il faut donc à un moment ou à un autre mettre tout sur table. Qui consomme quoi et en quelle quantité. Et dire, bon voilà, l'État ne peut pas continuer de cette façon-là. On protège les classes vulnérables, d'accord? Mais il faut arriver à un moment ou à un autre vers la vérité des prix. Il faut remarquer une chose, la wilaya d'Alger consomme pratiquement autant que toutes les autres wilayas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quelqu'un qui a une villa, qui a une piscine, qui chauffe l'eau de la piscine. Ça n'a rien à voir avec le gars qui est à 200 kWh, qui est au sud. La moyenne nationale est à 1500 kWh par habitant et par an. La moyenne nationale. Mais vous allez du côté de Hidra, ils sont à 8000. Du côté du Tassili, ils sont à 200. Nous avons 1500. Il faut donc essayer de faire en sorte on ne peut pas continuer comme cela. Mais il faut qu'on explique pédagogiquement aux citoyens. Donc il faut diminuer le gaspillage. Gaspillage de l'eau, gaspillage de la nourriture, gaspillage de l'électricité, gaspillage des carburants. L'Algérie importe pour 2 millions de tonnes de carburant qui vont principalement aux frontières. Vous savez, là, on dit que le Covid c'est une catastrophe. Mais du point de vue de l'énergie, nous avons gagné près d'1,5 million de tonnes. Nous avons gagné 1,5 million de tonnes. Maintenant, cette année, nous n'allons pas importer des carburants. À l'âge, parce que les gens ne circulent pas. Quand je dis circulent pas d'une façon, quand vous êtes jusqu'à 17h, avec quoi le khadma? Jusqu'à 17h, mais même la nuit, ils circulent. Il y en a qui font bref, ils utilisent la voiture pour aller acheter un journal et siyara, au lieu d'aller à pied. Bref, nous avons gagné en quelque sorte le fait que nous n'allons pas importer de carburant cette année. Du fait que nous utilisons moins de carburant. Donc c'est possible d'économiser. L'année dernière, on avait 2 milliards de dollars. C'est énormément d'argent. Et une partie de ces 2 milliards de dollars, on a les frontières à l'aide. Parce que le carburant il coûte 4 fois moins cher que le carburant marocain. 5 fois moins cher si c'est le diesel. Même chose avec les pays du sud riverains ou la Tunisie. نفس الشيء. Le Covid في تونس fait que la consommation d'énergie تاع سوق هراس est plus faible qu'avant. بكري كانت سوق هراس elle consommait énormément. Voilà. On ne peut pas continuer ainsi. Alors j'ai parlé tout à l'heure de tous les défis qui se posaient, mais évidemment nous avons, d'ici 2030, nous avons à peu près les mêmes défis. En plus, il y a la cyberguerre. Il faut donc former de plus en plus dans le domaine informatique. Vous avez toutes les guerres, comme on a dit, changement climatique, la famine, les guerres de l'eau, le coronavirus. Et tous ces problèmes-là sont pour le futur. Donc il faut aller vers le développement durable. Et le développement durable, c'est quoi? C'est l'environnement, c'est le social, c'est l'économique. Il faut marier ces trois concepts de respecter l'environnement, s'occuper de la société et faire en sorte que cela soit viable économiquement. Voilà donc ce dont nous devons faire. Nous avons prévu un plan énergie renouvelable qui va démarrer, peut-être tout doucement, mais Inch'Allah, il va démarrer. Nous n'aurons pas la possibilité d'avoir les 22 000 mégawatts, mais nous démarrons. La fameuse nappe, regardez comme elle est importante. L'avenir est aux énergies renouvelables. Imaginez que vous développez le Sud. Vous créez des villes nouvelles. Vous avez une transsaharienne électrique. Toute la production du Sud va monter vers le Nord avec de l'électricité renouvelable. Vous allez créer d'immenses périmètres d'agriculture industrielle. Et nous allons soulager le Nord. C'est-à-dire créer des villes. À Tamanrasset, il y a 700 km, il y a de l'eau, il y a de l'électricité. On peut créer des villes nouvelles. C'est ça ce que j'avais dit tout à l'heure, le SNAT.
Bref, donc il faut développer le Sud pour en faire une seconde Californie et préparer l'école du 21e siècle, évidemment. Il faudrait la préparer en essayant de miser toujours sur le fameux triptyque lire, écrire, compter. Nous ne l'avons pas encore. Lire, écrire, compter. Et donc, il faut qu'on change, c'est ce qu'on est en train de faire avec l'éducation nationale, introduire de plus en plus des matières scientifiques et faire en sorte qu'on puisse aller vers des lycées d'excellence. Nous avons à peu près une quarantaine de lycées d'excellence qui vont être mis en place. Alors, quelques mots, monsieur le professeur, si vous permettez, sur comment l'université du futur. Il faut rattraper notre retard. L'enseignant doit être flexible. Dans sa carrière, il faut qu'il change. Et l'université ne peut pas garantir un emploi. L'université vous garantit la possibilité de créer votre propre emploi. Donc, faire en sorte qu'on ait des créateurs de richesse. Et pour cela, je disais tout à l'heure que l'université doit être un immense bureau d'études à l'écoute de la demande industrielle et faire en sorte que l'enseignant se remette en cause constamment. Vous aurez des universités qui produisent, vous aurez des universités qui ne produisent pas. Il va falloir donc refaire les textes, faire en sorte qu'on stimule ceux qui travaillent, qu'on leur donne les moyens de gagner plus parce qu'ils produisent plus. Et faire en sorte que l'étudiant qui rentre à l'université ne sort pas sans rien. Tout ce qu'il a fait doit être validé. Il peut partir et revenir ensuite, mais on lui valide ce qu'il a. Il ne faut jamais dire non. Il faut valider tout ce qu'il y a et faire en sorte que l'université soit à l'écoute de ce qui se passe, mais qu'elle ait aussi une vision du futur. Alors je vais passer rapidement, puisque je disais tout à l'heure que l'université de Papa, évidemment, a changé. Nous devons changer d'épaule, de fusil d'épaule, et faire en sorte qu'on puisse penser chaque année aux futurs métiers. Les métiers sont évolutifs. Les métiers du futur, il est possible qu'une grande partie des métiers que nous faisons actuellement vont disparaître d'ici 10 ans. Donc il faut qu'on s'adapte constamment, en élevant évidemment le niveau intellectuel de la nation, mais en étant à l'écoute de ce qui se passe ailleurs. Il est possible que tous les 4-5 ans on change. Ce n'est plus une université statique. C'est une université dynamique, avec des enseignants capables de se remettre en cause. Je termine, monsieur le professeur. Je voudrais vous dire un mot sur les pôles d'excellence. Le moment est venu pour le pays de créer, en quelque sorte, des pôles d'excellence à côté de l'université classique, évidemment à qui il faut donner toute la considération. Nous devons quand même former une élite dans les différentes disciplines du futur. Et si tout se passe bien, si Dieu nous prête vie, le pôle Sidi Abdallah devrait pouvoir nous permettre de pouvoir avoir un certain nombre d'écoles qui vont essayer d'être en phase avec ce qui se passe dans le monde, notamment en ce qui concerne les mathématiques, la physique, la biologie, l'intelligence artificielle, la robotique, la médecine. Bref, faire en sorte qu'on puisse créer un campus de l'intelligence. Et on va mettre tous nos efforts pour pouvoir faire en sorte qu'il soit notre référence. Ça ne veut pas dire qu'on t'khalaou à l'aukhrin, au contraire. Nous allons faire un énorme effort, par exemple, pour les universités du Sud, pour les ramener au niveau des universités du Nord. Mais nous avons besoin de référents. Alors, globalement, nous sommes arrivés à la conclusion. La formation de l'élite est pour le pays une question de survie. L'université doit contribuer à la formation de l'homme nouveau. Il adaptera, produira des choses à notre portée et il innovera et il créera. Il faut donc qu'on arrive de plus en plus au savoir-faire et au mérite. Le mérite, c'est-à-dire celui qui mérite les musta'arfoubir. Il faut que l'université il faut que le pays puisse pouvoir récompenser son élite, ceux qui travaillent.
il faut les stimuler. Mais pour cela, il faut que nous ayons une présence, une visibilité. Et cette présence et cette visibilité, on est utile. Le coronavirus a montré que l'université algérienne était utile, très important. De plus en plus, on parle de l'université. Et nous avons montré que nous avons un génie qui sommeille en nous. Nous pouvons faire des choses, nous devons faire les choses et nous devons penser vers l'avenir. Et je pense que il y a des indices qui nous permettent d'espérer. Je donne un exemple. Là, évidemment, je parle de Polytechnique. Ils ont eu le deuxième prix au monde en robotique en 2018. Et pour la petite histoire, en 2018, ils n'ont pas eu le visa. Ça se passait à Paris. Ils n'ont pas eu le visa. Ils avaient travaillé. Ils ont écrit à l'ambassadeur de France sur le journal. Ils sont allés à Paris. Ils ont eu le prix. C'est passé inaperçu là. C'est l'ambassade de France qui a dit « Je remercie et je suis fier d'avoir donné le visa à des jeunes qui ont eu le deuxième prix mondial. » Pour dire qu'il va falloir quand même réhabiliter le savoir. À côté de tous les autres arts, à côté du journalisme, à côté de tout ce qui permet d'entretenir en quelque sorte la conscience intellectuelle du pays, il y a aussi la science. Il faut qu'on parle de science de plus en plus dans ce pays. Sinon, il n'y aura pas d'avenir. Et pour qu'il y ait un avenir, il faut que nous soyons téméraires. Il faut qu'on rentre. Oui, je suis là, je peux aider, je peux faire. L'enseignant doit montrer la pleine mesure de son talent. Nous l'avons montré à l'occasion du coronavirus. Il y a d'autres challenges. Tâchons d'être à la hauteur. Je vous remercie. Merci, professeur, pour ce voyage à travers l'histoire de l'Algérie, l'histoire de la science et puis les grands défis qui attendent l'humanité de façon générale et puis les défis qui attendent l'Algérie. Vous avez à la fin deux mots essentiels qui ont retenu mon attention, l'excellence et le mérite. L'excellence, comme l'a dit Francis Blanche, il vaut mieux viser l'excellence et ne pas l'atteindre que viser la médiocrité et l'atteindre. Hein? Ouais, je pense qu'aujourd'hui, c'est un de nos défis tous, hein, réunis aujourd'hui. Et vous avez aussi essentiellement parlé de deux choses importantes pour cette nouvelle Algérie. Il faut que son socle soit le savoir et la science. Que le savoir et la science doivent être réhabilités pour que nous puissions passer, et vous l'avez dit, l'humanité de demain, elle est basée sur l'économie de la connaissance. Hein? Que la connaissance va jouer un rôle primordial. Ce n'est plus le pétrole, hein? Ce n'est plus les énergies, ce n'est plus la matière première, mais c'est l'intelligence. Hein? Il n'y a que l'intelligence qui peut faire valoir, hein? Donc une notoriété à un pays. Et donc c'est tous ces aspects-là que vous avez développés à travers donc ces 4 piliers qui sont la biotechnologie, les nanosciences de façon générale, les sciences cognitives, hein, et ces nouvelles énergies alternatives. Et vous l'avez dit, tout cela pour garantir un avenir certain pour notre peuple, c'est-à-dire une sécurité alimentaire. Et que le Sud va être aujourd'hui le nouveau Eldorado, hein, de notre pays et qui pourra peut-être nous donner le salut, hein, pour les années à venir. Donc, sans plus tarder, monsieur le professeur, il y a eu plusieurs questions qui s'arrivent donc à travers notre page, hein, et je voudrais vous poser quelques questions, hein, de ceux qui nous ont suivis, hein, dans cette rada, d'accord. Alors, la première question, vu les ressources renouvelables, le solaire, le vent, le thermique, en Algérie, qui est considéré comme un géant énergétique, on trouve que le taux de pénétration des énergies renouvelables ne dépasse pas le 1%. Si j'ose le dire, est-ce que vous allez vraiment dans le chemin qu'a pris par le Danemark et l'Allemagne, ou ça restera toujours la langue de bois? Ma deuxième question en tant que chercheur, dans le domaine des véhicules électriques, quels sont le futur dans notre pays? Si on revient au bled, je pense que c'est quelqu'un qui est de l'étranger, puisqu'il dit si on revient au bled, on trouvera vraiment les moyens pour pouvoir améliorer ce domaine.
Finalement, j'espère que M. Chitour fait des tournées régulières à nos universités, surtout celles du Sud, histoire d'évaluer les laboratoires. Voilà la première question qui est posée par un qui nous a suivis lors de cette qada. Oui, très bien. Enfin, il a posé une question qui est quand même importante, c'est la pénétration des énergies renouvelables dans le pays. Pour être honnête, et en tant que scientifique, nous devons dire que en 1962, il y avait 450 mégawatts d'énergie hydroélectrique, c'est-à-dire renouvelable. Il y avait une quinzaine de petits barrages laissés par le colonisateur qu'il avait mis en place pour ses besoins propres. Bien. Le modèle énergétique que nous avions en 62 était le suivant. 40% renouvelable et 60% thermique. Mais thermique avec le charbon. Donc c'était des centrales au charbon. C'était la centrale du Hama. Ce qui veut dire qu'on consommait 1 TWh. Actuellement, nous sommes à 65 TWh. Nous étions à 8 millions d'habitants, donc 125 TWh. J'ai dit tout à l'heure que nous sommes à 1500. Donc on a multiplié par 12. Sans contexte, il y a une évolution, en quelque sorte, de la consommation de l'Algérien. Il y a une qualité de vie. 1500 kWh, c'est quand même pas mal. Bien. Mais ce qu'il faut dire, c'est que la pénétration du gaz naturel a totalement laminé l'hydroélectricité. Actuellement, je crois qu'ils sont à 100 TWh, 100 mégawatts. Et encore. Ce qui veut dire que c'était le gaz naturel partout. Je ne sais pas, à tort ou à raison, on a fait la pénétration du gaz naturel même en altitude. Dans les pays qui se respectent, il n'y a pas de gaz naturel en altitude. C'est chez nous, Barak. Ailleurs, ils utilisent du bois, ils utilisent toutes autres possibilités. Par exemple, en Suisse, en France, etc. Nous, on fait grimper le gaz naturel à 2000 mètres. Bon, c'est un problème. Mais c'est ça le développement. Ce qui veut dire que nous sommes un pays à 99% électrifié et à 50%, je crois, pour le gaz naturel. Ceci étant dit, actuellement, nous sommes à 380 mégawatts d'énergie solaire. Le plan initial qui a été mis en place, c'était 22 000 mégawatts en 2030. On n'y arrivera jamais. Pendant près d'un quart de siècle, comme vous le savez, je faisais une journée sur l'énergie. Yom al-Ilm. DRG, toutes les vidéos, il va falloir qu'on les mette quelque part, de chaque année, ce qu'on faisait. Les élèves ingénieurs polytechniques proposaient un modèle énergétique. Le dernier en date, on a proposé un modèle à 20% renouvelable, 30% renouvelable, 50%. On dit voilà ce qu'il faut faire. Donc on dimensionnait les unités. On faisait en sorte, voilà les gains que l'on peut avoir. Le gros problème, c'est que nous avons perdu du temps. Pendant près de 10 ans, on nous a dit que le kilowattheure solaire n'était pas rentable. Il était rentable en Allemagne, alors que le gisement est à 1500 kilowattheures par mètre carré par an. Tandis que chez nous, nous sommes à près de 3000. Il y a des régions à 3500, des régions à 2000. Bref, il est rentable là-bas, il n'est pas rentable. Maintenant, depuis 3 ans, le kilowattheure solaire est aussi rentable que le kilowattheure thermique, sinon mieux. Oui. Ce qui veut dire que chaque fois qu'on brûle un kilowattheure thermique, c'est une erreur. Parce que on enlève du potentiel du gaz naturel restant. Et qui est définitif. Quand vous enlevez un kilowattheure, vous enlevez un mètre cube de gaz, c'est définitivement qu'il est perdu. Alors que le Sahara est une pile électrique. Souvenez-vous, le Sahara est une pile électrique. On peut tout faire au Sahara. On peut alimenter toute l'Europe. Il y a des études qui ont été faites par Desertec, etc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne faut pas qu'on perde de temps. Pendant 20 ans, on nous a tourné en boucle. Rien. On a fait effectivement, on a bricolé maintenant. Mais maintenant, je pense que le ministre de l'Énergie prévoit dans les mois qui viennent de mettre en place un plan énergie renouvelable de 4000 mégawatts.
4000 mégawatts, on peut espérer que dans 2-3 ans, ils seront opérationnels. Bien. Et c'est le premier pas. Le président de la République a parlé de la nécessité d'aller vers le renouvelable, la transition énergétique vers le développement durable. Le problème, c'est la cinétique. Il faut qu'on fasse en sorte, tous ensemble, les citoyens sont au premier chef. Parce que le plus grand gisement du pays, souvenez-vous, c'est celui des économies d'énergie. C'est à peu près 10 à 20%. C'est-à-dire que sur les 60 millions de tonnes que l'on consomme, au minimum 10 millions de tonnes, on peut ne pas les utiliser. Et c'est un viatique pour les générations futures. Et même si on les vend, il ne faut pas vendre du pétrole. Boumediene disait il faut vendre des produits raffinés. Ouais. La capacité de raffinage que nous avons actuellement est un héritage de ce qu'avait fait Boumediene. Les 24 millions de tonnes que nous avons. Il est faux de dire que rien n'a été fait. Les complexes de matières plastiques dont on parlait tout à l'heure, tous les GNL, tout ceci, c'est à mettre à l'actif de cette période 65-78. Bref, maintenant, il ne faut pas se lamenter sur le passé. Mais moi, ce qui nous importe, c'est de ne pas perdre de temps. C'est que le citoyen comprenne qu'il faut qu'on économise l'énergie. Mais c'est rien. Le fait que vous sortiez, que vous éteigniez, on gagne. C'est tous ces petits gestes. Et je dis toujours à mes élèves, je termine là-dessus, en Égypte, ils ont à la télévision, ils ont un feu rouge, un feu vert, un feu orange. Quand le réseau électrique de l'Égypte n'arrive pas à supporter, il y a un feu rouge à la télé, au coin, à la télé. C'est-à-dire que le citoyen est invité à faire un effort. Il est à une chambre, il décale le climatiseur, il décale le lave-vaisselle mbad. Bref, il lisse la courbe. Et donc, dans ces conditions, vous voyez le rouge qui passe au jaune, ensuite qui passe au vert. C'est ça l'éco-citoyenneté. Nous pouvons le faire, nous devons le faire. Et c'est tous ces petits gestes qui fait que le peuple doit être... Mais il faut lui expliquer. Les parties prenantes. Nous allons rapidement terminer nos réserves. Il reste peu de choses. Mais les économies d'énergie sont très importantes. La deuxième question, qui est celle de la locomotion électrique, le gouvernement a annoncé qu'on va aller vers la locomotion électrique. Naftal est en train de faire tout pour installer des bornes électriques. Évidemment, ça ne va pas se faire d'un seul coup. Mais nous prenons cette cinétique. Évidemment, chacun d'entre nous s'investit pour qu'on aille dans cette direction. Et de ce côté-là, je ne peux pas vous garantir que la cinétique soit importante, mais je peux vous garantir que le chemin est tracé. Parfait. On y va. Parfait. Alors, bonsoir. Ma question est la suivante. Qu'auriez-vous suggéré pour valoriser l'enseignement des sciences fondamentales dans les universités algériennes, maths, physique et chimie, et améliorer la production du savoir et des connaissances théoriques précurseurs du développement des sciences appliquées et de l'innovation technologique, sachant que les meilleurs étudiants sont généralement orientés vers d'autres disciplines? En fait, le grand problème des sciences fondamentales, c'est qu'on ne leur a pas donné assez d'importance. Je me souviens de l'ancienne fac, des anciens comme nous. Quand vous faites un DES de maths, quand vous faisiez une licence de physique, une licence de chimie, c'était quelque chose. C'était 3 ans. Mais c'était avec des cadences très importantes. On faisait 40 heures par semaine. Le nouveau format qui a été mis en place a fait que les masters avec 21 heures, 22 heures, etc. Les licences, c'est pas ça. Il y a des fondamentaux qu'il faut apprendre. Il ne faut pas couper dans le programme. Nous allons y revenir. Quand on va remettre à l'honneur les mathématiques, la physique, la chimie. Vous marquez, c'est les fondamentaux. Quand quelqu'un est blindé dans ces matières, n'importe quelle spécialité peut y aller. N'importe quelle spécialité. Parce qu'un 12-16. Et là, il n'y a pas de miracle. Il faut avoir de bons socles. Nous allons revenir graduellement
à ces enseignements d'une façon intensive. Revoir tout doucement les programmes. Et des programmes de toujours actualisés. Et ensuite, évidemment, nous pouvons aller vers la technologie. Mais il faut avoir le socle. Maths, physique, chimie, biologie, sciences de la Terre. Et après, avec ça, nous pouvons tout faire. Ceci étant dit, ce professeur de l'université algérienne, ce n'est pas que cela. C'est aussi les sciences sociales. C'est aussi les sciences humaines. C'est aussi le droit. C'est aussi les sciences économiques. Nous pensons mettre en place une école d'économie, mais une école d'économie quantitative. Nous avons besoin de mesurer. Ce n'est plus l'école qualitative. Nous sortons à peu près 30 000 diplômés, mais qu'on n'arrive pas à placer. Il faut qu'on ait des diplômés capables de pouvoir mesurer, de pouvoir faire des modèles mathématiques en économie. Et ça peut se faire. Le gros problème aussi, nous n'avons pas une bonne école de sociologie. Il faut introduire de nouveaux programmes. Je vous parle de l'affaire du coronavirus, comment la société algérienne, au même titre que les sociétés des pays évolués, ont été perturbées. Parce que c'est une nouvelle vision. Il faut qu'on ait une sociologie plus dynamique, qui ausculte la société. On ne connaît pas notre société proprement dite. Il n'y a pas, par exemple, d'institut d'opinion. Qu'est-ce qu'ils pensaient d'elle? On ne sait pas, on ne connaît pas les tendances. Donc nous sommes un peu, il faut arriver tout doucement, structurer, faire des enquêtes, avoir la possibilité d'avoir des indicateurs qui permettent aux dirigeants de savoir dans quelle direction veut aller le peuple. Bon, c'est pas tout à fait ça. Donc il y a un déficit. Nous avons des écoles de droit et nous avons des facultés de droit. Nous produisons 30 000 juristes. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils vont dire avocats. C'est pas ça. Est-ce que nous avons besoin de 30 000 avocats par an? Nous avons par contre le devoir de faire le droit de la mer, le droit de l'espace, le droit des conflits internationaux. Ça, on ne l'étudie pas. C'est tout ça qui est la nouvelle vision de l'université, collée à la réalité du monde. Là, nous sommes encore au droit public, droit privé, droit constitutionnel. Et on bat. On est que je fais comptabilité. Comptabilité, vous pouvez la faire ailleurs. Pourquoi en faire? Par contre, il faut introduire de nouvelles disciplines. Et surtout, l'interdisciplinarité. Faire en sorte qu'il n'y ait pas de cloison. Le gros problème de ce pays, c'est que l'ouah fi haddou. Alors que le monde, pour pouvoir régler un problème, il faut être à plusieurs. Ah, ou l'exemple, le respirateur artificiel de Béjaïa, c'était plusieurs personnes qui appartenaient à 4 facs différentes. Fac de médecine, fac de technologie, fac d'électronique, fac d'informatique, fac de mécanique. Et ils ont fait quelque chose. Donc il faut déconstruire. Il faut que les gens aillent les uns vers les autres. ماشي كل واحد في حده. ماشي l'arabisant, le francisant. Ce qui compte, c'est l'Algérie. Et la langue n'importe peu. Il faut aller vers le savoir. Parce que la langue, c'est le contenant. Ce qui nous importe, nous, c'est le contenu. Et on peut aller vers toutes les langues. On va aller vers l'anglais parce que c'est l'avenir. Mais doucement. Pas dans la précipitation. Alors, sans transition, monsieur le professeur, pour abonder dans ce que vous voulez dire, il y a une question qui dit la transition du français à l'anglais semble constituer un des volets de l'Algérie nouvelle. Oui. Par exemple, récemment, vous avez mis une décision concernant la soutenance des thèses en anglais. Oui. La majorité des doctorants trouvent que c'est une bonne initiative. Pour une fois. Mais quelques doutes s'installent quant à l'aptitude des enseignants à corriger de telles thèses. Quelle stratégie le ministre entend-il adopter pour faire la transition entre l'ancienne génération, qui a étudié et enseigne aujourd'hui en français, et la nouvelle génération qui aspire à l'anglais? Écoutez, il faut qu'on se mette d'abord sur un concept. Nous avons en 1980 décidé de l'arabisation. Ça a été un problème. Parce qu'on a sacrifié le contenant au profit du contenu. Et le contenu au profit du contenant. Et nous avons perdu des sommités. Des gens sont partis. Ah non, on ne veut pas faire la même erreur. C'est toujours la priorité, c'est le contenu. Ouad qui est fort, il est fort.
quelle que soit la langue. C'est ça, il faut que les gens comprennent cela. Ensuite, la langue française est une belle langue, comme une autre. C'est une langue technologique. Mais le mouvement du monde va vers l'anglais. Pourquoi voulez-vous qu'on n'aille pas, nous, vers l'anglais? Les Français ne publient qu'en anglais. Pourquoi voulez-vous qu'on ne publie pas en anglais? Il faut qu'on connaisse nos intérêts, mais pas dans la précipitation. Nous avons dit, nous allons commencer par ceux qui sont en fin de parcours. Vous faites une thèse, en sciences sociales, en sciences humaines, etc. Ce qui importe pour moi, c'est le contenu. Je vous aide. Envoyez-la dans une revue. Nous avons demandé aux deux revues importantes, le CRAS et le CREAD, de faire un courrier à toutes les universités. Djibou, envoyez-nous votre savoir. Vous avez un problème de traduction, on est là pour traduire. Ce qui est important, c'est le contenu, encore une fois. Et ces revues-là, pour que ce soit des revues internationales avec un grand impact factor, etc. Il n'y a pas de problème. Nous voulons que les thèses soient faites en anglais. S'il n'est pas possible de faire tout le manuscrit, mais allez, faites 10 pages. L'équivalent d'une publication. Ma thèse, elle fait 600 pages, je la résume en 10 pages. Il y a la publication. À la revue, et c'est mon résumé. C'est pas le problème, c'est un faux problème. Parce qu'une fois que vous avez le contenu, vous trouverez toujours la façon de pouvoir le traduire. Et nous envisageons de faire en sorte que ce qui est important pour nous, c'est de tirer vers le haut les sciences sociales, de telle façon à ce qu'ils publient dans des revues internationales. Le problème que nous n'avons pas dans les sciences exactes et technologies, parce que c'est une obligation de publier dans les revues de classe A. C'est une obligation. Pas brutalement. Mais il faut qu'ils comprennent qu'il faut que le contenu soit important. Il y aura un problème de traduction, j'ai demandé aux deux centres d'aider à la traduction. Faites 10 pages barque. C'est un faux problème. Mais dans tous les cas de figure, on y va. On va tout doucement aller vers l'anglais. Et à Sidi Abdallah, Inch'Allah, on enseignera en anglais. Dès la première année. L'université traditionnelle, la première année, on va ajouter un module d'anglais. Dès le mois de Inch'Allah, faire en sorte que pendant les 6 premiers mois, ils t'aillent l'anglais. Il faut qu'on aille vers l'anglais, mais si d'une façon précipitée. On peut y arriver, on peut réussir. Mais ce qui est surtout important pour le pays, la langue importe peu. Ce qui est important, c'est le contenu, encore une fois, le savoir. Nous avons consommé nos 90 minutes de la Qada, monsieur le professeur. Donc, si vous avez un dernier message, un dernier mot avant de clôturer. Je voudrais remercier tous les enseignantes et les enseignants, et évidemment les étudiantes et les étudiants, pour l'effort qu'ils sont en train de faire dans cette période de Covid pour pouvoir garder l'essentiel des enseignements. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes à leur écoute. Nous souhaitons qu'il y ait un feedback, qu'ils nous disent ce qu'ils n'ont pas compris. Nous sommes ensemble et nous trouverons des solutions à tous les problèmes qui se posent. L'essentiel, on veut aller vers l'avenir. كما يقول طارق بن زياد البحر وراءكم والعدو أمامكم. العدو, c'est التخلف. Il faut se battre pour aller vers la science, vers le futur. Il n'y a pas de raison. Nous avons un pays jeune. Nous avons un pays qui a montré qu'il avait des compétences. Et il est faux de dire que ce que nous produisons ne vaut rien. Au contraire, c'est nous qui ne sommes pas à la hauteur. Ce qui est important, c'est qu'il faut que les changements se fassent en douceur. Nous allons tous dans la même direction. Et pour aller tous dans la même direction, il est nécessaire, me semble-t-il, que chacun joue son rôle pour qu'il y ait un avenir, Inch'Allah, pour cette Algérie nouvelle. Merci, professeur. Donc, c'est notre Qada aujourd'hui s'achève et puis je termine par cette citation. On dit que la vie, c'est comme le soleil.
tous les deux décrivent des courbes, tous les deux s'inclinent à l'horizon, mais parfois il y a des crépuscules qui sont plus beaux que les aurores. Donc nous pensons que notre Algérie de demain sera plus beau que ce qu'elle était, et puis que ce que vous avez dit nous donnera beaucoup d'espoir, hein? Donc dans une Algérie plus forte, et qui elle ressortira de ce Covid plus forte encore. Je vous remercie, et merci encore une fois.